Bonjour Madame Davarpana, je suis très heureux de vous retrouver après vous avoir vu à Téhéran. C'est un vrai plaisir Merci de beaucoup. vous regarder et de vous écouter parler. Voilà, alors je vais évidemment passer après les trois intervenants précédents. C'est toujours difficile parce que nous avons là déjà fait pas mal le tour des questions. Je vais essayer de me limiter aux questions, disons, de temps court, pour reprendre l'expression du recteur, de monsieur le recteur, et des questions opérationnelles. Sur les buts de guerre américains et sur l'autonomie stratégique européenne, je vais faire une sorte d'approche analogique, de rapport de comparaison entre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et savoir si l'Union européenne a les moyens de le faire, même si le professeur Drevsky a déjà répondu à ma place. Les buts de guerre américains. Les buts de guerre américains sont peu clairs, hein. Les Européens s'en sont aperçus. Ils ont été mis en contrainte de les suivre plus ou moins. Et si on les reprend pour justifier l'opération, il y a les buts de guerre avoués, les buts de guerre secrets. Pour justifier l'intervention, le président américain a déclaré qu'il souhaitait empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire, ce qui est contradictoire avec son allocution du 21 juin 2025, après les frappes américaines, puisqu'il disait qu'elles étaient complètement et totalement oblitérées. Citation. Le deuxième objectif, c'est évidemment le changement de la direction iranienne. Et ça a été relayé par les Israéliens et in situ par Kushner et Witkoff, évidemment, à Washington, ont eu une influence sur le président dès décembre 2025, en insistant sur les frappes de décapitation du gouvernement et de la présidence, et du guide, bien sûr. Et ils étaient enfin, et ça c'était plutôt dans l'ordre des buts de guerre non avoués, extrêmement inquiets des capacités balistiques iraniennes, hein, les missiles sol-sol. Et la destruction de ces capacités de bombardement était certainement très importante, notamment dans le projet du Grand Israël. Durant une guerre, idéalement, avant d'y entrer, il faut avoir une compréhension claire des objectifs. Or, il me semble évident, hein, que les Américains n'avaient pas et ne semblent toujours pas avoir cette compréhension. Et ça, les Européens qui l'ont observé, eh bien, ça devrait servir à leur éveil stratégique. Je dis bien devrait servir à leur éveil stratégique, c'est-à-dire bénéficier de ce retexte, de ce retour d'opération. Les Américains, les Israéliens espéraient provoquer un renversement de gouvernement. La Maison-Blanche n'a pas vraiment compris la nature du gouvernement iranien, qui a fait que la capacité de résistance a été beaucoup plus importante. Bon. La rumeur de factions kurdes qui préparaient une offensive du sol à partir d'Irak a été une infox complète. C'était en fait des moudjahidines du peuple. Et on a bien vu que les manifestations demandant un changement de régime étaient évidemment de la même eau. Les responsables européens ont pu également observer que l'attaque américaine pose d'évidents problèmes en regard du droit international. C'est peut-être là où les Européens et l'Union européenne est la plus claire, je dirais. La déclaration israélienne évoquait des frappes préventives, donc non couvertes par le droit international. Et les États-Unis, au niveau des États-Unis, ont déclaré avoir agi en légitime défense. C'est l'article 51 de la charte. Et donc, il s'agissait d'une frappe préemptive cette fois-ci. Donc les États-Unis, en gros, hein, refusent quand bon leur semble que le droit international soit appliqué. Et ça renforce le discrédit occidental dans lequel l'Union européenne est impliquée. Là encore, et nous verrons le problème de l'Union européenne à ce niveau-là, il faut que les Européens se rendent compte que vis-à-vis du reste du monde, toutes les erreurs américaines qui ont pour nom l'Occident, eh bien, incluent l'Europe, et l'Europe organisée comme l'Union européenne, et elle est donc engagée en quelque sorte vis-à-vis de ces autres États. Enfin, dans les buts de guerre, la méthodologie des buts de guerre, on voit le retour du régime change des néoconservateurs de la grande époque, et cette posture diplomatico-géopolitique que les États membres de l'Union européenne ne partagent évidemment pas, eh bien, ils l'assument en tant que membre de l'OTAN. Alors reprenons un peu tout ça et on se rend compte de tout ce qu'il ne faut pas faire.
les buts de guerre américains et les réalités du théâtre opérationnel dans le conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran ont démontré très rapidement des réserves de l'état-major et du renseignement américain à ce conflit. On peut avoir des jugements tout à fait différents sur le mode opérationnel, la très grande administration, la très lourde administration américaine. Je ne parle pas du gouvernement, je parle de son mode de fonctionnement, mais force est de constater que l'état-major américain et le renseignement américain a globalement été très réticents à cette opération. Et pour l'illustrer, on a l'affaire Joe Kent, hein, le chef du contre-terrorisme américain, qui va démissionner sur un fond de désaccord sur la guerre en Iran, en évoquant deux points essentiels que sont, un, la non-menace de l'Iran sur les États-Unis d'Amérique, et deux, l'influence d'Israël dans la stratégie américaine, Israël étant un allié des États-Unis, mais ne devant pas être le facteur décisionnaire à la place des États-Unis. Donc on voit une guerre lancée qui est lancée malgré les avertissements du renseignement américain, et avec, chose très rare dans l'histoire américaine, une démission en cours d'opération. Il n'a pas démissionné, il n'a pas attendu la fin de la guerre pour démissionner, il le fait en cours d'opération. Joe Kent, c'est quelque chose de très important. Les mises en garde de l'état-major. Donc après le renseignement, l'état-major. Au-delà du renseignement, le chef d'état-major interarmé, hein, c'est le général Don Kane, eh bien, va laisser paraître, là encore, des réserves sur l'ampleur de l'opération contre l'Iran. Il ne va pas s'opposer aussi frontalement que Joe Kent, mais il va évoquer la nécessité de moyens suffisants, sous-entendant qu'il ne les avait pas. Et la difficulté, secondement, d'une campagne prolongée contre un adversaire disposant de capacités balistiques, navales et de guerre, on ne va pas dire asymétrique, parce que l'Iran est une grande puissance, on va dire dissymétrique, importante. Dans la tradition américaine, de telles mises en garde, là aussi, pendant les opérations, sont très rares en période de conflit, et elles traduisent une inquiétude réelle au sein de la hiérarchie militaire. Alors, pour l'Union européenne, c'est très intéressant si elle se donnait les capacités de se diriger vers une autonomie stratégique pour justement ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire avoir un dimensionnement d'une opération aussi importante, un dimensionnement uniquement axé sur l'aspect politique, l'aspect, je dirais, médiatique, plutôt que sur la réalité opérationnelle qui est le ressort des professionnels que sont les militaires et les renseignements. La la deuxième chose, c'est la nature de ces réticences du renseignement et de l'armée. C'était sur les éléments essentiels, à la fois pour la stabilité mondiale, bien sûr, mais surtout pour la stabilité du principal belligérant que sont les États-Unis. C'est d'abord le risque, la tension sur le détroit d'Ormuz et toutes les conséquences à l'échelle mondiale qui pouvaient en découler. Deuxièmement, les attaques lourdes contre les installations américaines dans la région du Golfe. Et troisièmement, la mobilisation des alliés de l'Iran et l'instabilité évidemment croissante de la zone. Donc cette décision de lancer Epic Fury est un choix stratégique majeur qui n'est pas celui, comment dirais-je, correspondant à une décision adaptée, une décision, je dirais, en symbiose avec les intérêts des États-Unis. D'autant plus que nous avons en face des États-Unis un pays qui sait exactement quels sont ses buts de guerre. Si on fait la comparaison, les Européens doivent Oui, considérer que dans ce cadre, il y a une dichotomie fondamentale et qu'il faut savoir lancer une guerre, il faut savoir ne pas lancer une guerre. Les exigences de l'Iran, c'est le départ définitif de la présence américaine dans la région, et ils mettent les moyens exacts, les moyens adaptés, les moyens idoines pour obtenir cet élément, ce qui intègre le départ des entreprises américaines. Les entreprises Palantir, HP, Oracle, JP Morgan, AWS, etc., qui participent à cette guerre par le truchement des marchés octroyés par le Pentagone. Les gardiens de la Révolution ont d'ailleurs décrété ces entreprises comme cibles légitimes. C'est très important. La garantie qu'aucune agression future ne sera possible, la levée des sanctions, les réparations pour les dommages, etc. etc. Ces buts de guerre n'ont pas besoin d'être réadaptés, réactualisés, ils sont très clairs. Les Européens le savent et les Européens
si l'Union européenne s'autorisait un engagement international, eh bien, ils doivent prendre en compte que la réalité, c'est cela. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Eh bien, il ne faut pas lâcher les alliés en cours de route. Pour les alliés traditionnels de Washington, que ce soit les alliés de la région ou les États membres de l'Union européenne, la vigueur de la réaction stratégique européenne les met dans une position diplomatico-stratégique qui est la plus difficile qui soit, c'est-à-dire de ne pas partager les objectifs de la tête de la coalition, mais être obligé, malgré tout, de façon extérieure, de la soutenir. C'est exactement ce qui se passe en termes opérationnels. On voit bien que les Iraniens ont frappé beaucoup et partout. Les Israéliens, mais aussi les pays voisins, Bahreïn, Émirats, Koweït, Jordanie, Liban, Arabie, Oman et même Chypre. L'ayatollah Khamenei est tué à 9 heures. Les frappes sont parties dès 10h30. C'est très bref comme temps, je dirais, de prise de décision après une première frappe subie. Les Iraniens étaient préparés. La mort du guide suprême a déclenché la riposte la plus forte, mais aussi la plus décentralisée. On observe des choses déjà constatées en Ukraine, hein, un mélange de frappes de saturation par des drones Shahed, 400 par jour, des missiles plus évolués, 200 par jour, des missiles qui présentent des caractéristiques, ce sont des MRBM à plus courte distance, donc plus difficiles à détecter. Et puis les Iraniens ont employé pour la première fois des missiles à sous-munitions contre Israël, et donc ils ont déjoué la défense sol-air israélienne. Les cibles sont principalement des cibles à caractère stratégique face à des opérations de déstabilisation politicienne, on va dire, politique des États-Unis et d'Israël qui visaient à créer un chaos, eh bien, les Iraniens, l'armée iranienne, a ciblé des bases militaires, des radars, des aéroports, et les objectifs civils, ce sont les installations pétrolières ou alors des personnes en particulier dans les immeubles centre-ville. Donc, a l'objectif attendu de vouloir saturer les défenses solaires de la région, à épuiser les stocks, détruire les capacités de détection et de coordination, eh bien, un objectif plus systémique a été recherché, c'est-à-dire désorganiser les flux aériens de la région, ralentir les flux pétroliers, ruiner la réputation des alliés dans le Golfe. Donc on voit bien que les États-Unis ont lancé cette guerre, enfin, sans tenir compte des intérêts de leurs alliés arabes, sans l'intérêt de leurs alliés européens. Je ne rentre pas dans tous les détails, puisque le conflit d'abord n'est pas fini, et ensuite il y a tout ce qu'on sait et tout ce qu'on ne sait pas. Mais on voit bien que le résultat n'est pas favorable à l'Occident. Le général Beaufre, André Beaufre, qui était un très grand spécialiste de la dissuasion nucléaire française, il a écrit un livre sur la stratégie et il dit que dans la guerre, le perdant mérite de perdre. Parce que sa défaite est due à des erreurs de réflexion, soit avant la guerre, soit pendant la guerre. Il y a bien eu du côté des Américains des erreurs de réflexion avant la guerre, et nous le voyons bien aujourd'hui. D'autant plus que l'armée iranienne, on le voit, et pas uniquement l'armée iranienne, tous les décideurs civils et militaires, eh bien, sont prêts pour une campagne prolongée. Les États-Unis sont dans une arithmétique brutale. Un missile balistique iranien coûte entre 1 et 2 millions de dollars. Un drone aérien suicide entre 20 et 50 000 dollars. Intercepter un projectile ou un drone nécessite deux missiles antiaériens. Et donc, on est sur des systèmes, par exemple le Patriot, 3 millions de dollars. Un intercepteur SAD, 13 millions de dollars. Les États-Unis n'ont pas la capacité de renouveler leur stock. Donc la logique économique est très brutale. Les défenseurs s'épuisent financièrement pendant que les attaquants dépensent peu. Et donc les Européens ont pu constater que la campagne militaire ne s'est pas déroulée comme prévu. Malgré les frappes de décapitation, les bombardements massifs, l'Iran ne cède pas et conserve des capacités en matière de missiles et de drones. Les systèmes de défense israéliens et américains s'épuisent progressivement et on voit que le Pentagone est même allé chercher jusqu'en Corée des éléments du système antiaérien TSAD pour pouvoir remplacer les quatre qui ont été détruits. Euh, je passe rapidement sur le côté purement technique et matériel pour aller sur la question de l'adage de Clausewitz, hein, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. On voit bien que la véritable victoire s'obtient en transformant un succès militaire en victoire politique.
les stratèges européens doivent surveiller ou devaient surveiller deux indicateurs qui avaient été négligés par les Américains, qui sont le stock de missiles, la capacité de production d'abord, la capacité logistique ensuite, et la capacité d'utilisation enfin des missiles, et puis le prix du brut qui vient désorganiser l'économie mondiale, dont le principe même du libre-échange fait que les conséquences sont d'abord perçues par les pays qui ont organisé l'économie mondialisée avant ceux qui ont choisi la souveraineté économique. Je ne reprends pas l'excellent exposé du collègue Drevsky. Le Pentagone a reconnu lui-même, hein, dès le 4 mars, dans une conférence de presse, que la défense antiaérienne iranienne maintenait à distance les appareils de combat américains et israéliens, et donc les frappes en profondeur sont réalisées avec des missiles de croisière. L'Iran a fait des démonstrations même de l'amélioration des matériels en cours de conflit, hein. Un nouveau missile balistique manœuvrable avec en phase finale de sa trajectoire, d'abord 80 thermique, hein, pour saturer et aveugler les défenses aériennes, et une ogive qui possède des changements de direction à l'approche de la cible. Alors, c'est capital parce que c'est un changement de paradigme, et c'est pour ça qu'on a du mal à dire asymétrie. On dirait dissymétrie. Je pense qu'on s'approcherait plus de la réalité de cet affrontement entre les États-Unis et l'Iran. Euh, les implications, c'est la partie que je dois traiter maintenant, qui est celle de l'autonomie stratégique européenne. Alors, je suis sans grand étonnement de votre part, très pessimiste, parce que les Européens ont une politique diplomatique tout à fait intéressante. Ils ont une capacité d'analyse, ils n'ont pas une capacité d'adaptation, mais une capacité d'analyse supérieure à celle des États-Unis. En revanche, c'est comme si ils devenaient aveugles quand on passe le stade des décisions. Alors, d'abord, les conséquences du conflit. Le prix de l'énergie, les tensions diplomatiques, les incertitudes économiques ont totalement frappé de plein fouet l'agenda européen de souveraineté et de réduction des dépendances, qui était déjà mis à mal par le conflit ukrainien. Il y a une addition, je dirais, des bâtons mis dans la roue de la capacité européenne ou de l'État de l'Union européenne à acquérir une autonomie qui est tout à fait impressionnante. On a une guerre en Iran qui aurait dû agir comme un accélérateur de l'agenda d'une Union européenne en quête d'indépendance stratégique. En presque 3 mois, la crise est à la fois diplomatique, énergétique, sécuritaire, économique, sociale. Elle met à l'épreuve l'unité des 27, hein, évidemment. Il y a différentes positions parmi les 27. Elle va raviver les inquiétudes sur la sécurité des approvisionnements. Elle va exposer les fragilités des chaînes commerciales. Elle va renforcer les débats sur les défenses européennes avec, là encore, différents points de vue. Euh, donc, tout ce qui concerne la sécurité énergétique, la réindustrialisation, une politique de défense, la coordination diplomatique, et puis aussi la protection des citoyens européens, eh bien, c'est différentes facettes d'un même objectif de résistance. Et la guerre en Iran aurait dû agir comme un accélérateur de cet agenda d'autonomie stratégique en raison de l'ampleur du nouveau choc stratégique. Alors, depuis le début du conflit, c'est le point positif, l'Union européenne, qui subit l'agenda imposé par les États-Unis, a cherché à contenir l'escalade. On ne peut pas lui reprocher ça. Elle s'est concentrée sur les domaines où elle dispose de leviers concrets. Elle a évidemment développé des canaux plutôt diplomatiques. L'Espagne, on l'a dit tout à l'heure, a rapidement, fermement condamné l'action militaire unilatérale des États-Unis et d'Israël en refusant l'accès de ses bases à l'armée américaine. L'Italie a fait de même en Sicile et l'Autriche a interdit le survol de son territoire. Mais on est bien obligé de constater que la plupart des États restent tout à fait timorés sur la question. Les 27 sont alignés sur un message clair, hein, la nécessité que la guerre cesse au plus vite et que l'Iran ne se dote pas de l'arme nucléaire. Et on se souvient que Bruxelles avait joué un rôle clé dans les négociations autour du plan d'action global, hein, de 2015.
Mais ce message est un message commun également sur le Liban, ça c'est tout à fait vrai, en raison des attaques israéliennes récurrentes et d'une violence tout à fait inouïe. Les Européens ont essayé de peser sur la situation entourant le détroit d'Ormuz, hein, point de passage stratégique, et ils n'ont pas répondu à l'appel du président américain qui a demandé l'appui de ses alliés pour sécuriser la zone. Le 17 avril, à Paris, le président français Macron et le Premier ministre britannique Starmer ont co-présidé une première conférence à l'Élysée avec environ 50 pays, des représentants d'institutions internationales, pour préparer une mission multinationale strictement défensive destinée à sécuriser le passage une fois le cessez-le-feu consolidé. Un message d'ailleurs renouvelé à Chypre le 24 avril. Il y a des relations compliquées sur les rapports avec les États-Unis et sur la question israélienne. Les Européens essayent de maintenir un fragile équilibre, mais d'un point de vue géopolitique, la sécurité et la stabilité du Moyen-Orient sont étroitement liées à celle de l'Europe. C'est un voisinage crucial. Alors, la question qui se pose maintenant, puisque on ne doit pas parler en l'air, on doit parler des résultats concrets de tout cela, est-ce qu'il y a un coup d'accélérateur pour la défense européenne? La question de l'autonomie du commandement, formulation de la doctrine, capacité de décision des états-majors, capacité opérationnelle, gestion des retours d'expérience, eh bien, est à tout le moins difficile pour une raison toute simple qui est celle du lien consubstantiel entre l'Union européenne et l'OTAN au triple niveau stratégique de commandement et des matériels. L'Union européenne s'est liée les mains de façon ontologique dès le départ en confiant aux États-Unis d'abord dans l'histoire de la construction européenne et ensuite avec les traités de l'Union européenne à partir du traité de Maastricht, en confiant et en délaissant la question stratégique, la question militaire, la question de défense, la question donc géopolitique aux États-Unis d'Amérique. Et on peut avoir des discours différents en termes diplomatiques, comme on peut l'avoir vu, à partir du moment où c'est consubstantiel, c'est dès le traité, c'est constitutionnel, si vous voulez, quasi constitutionnel, eh bien on ne peut rien faire. Et donc, on constate que cela vient s'ajouter à des questions de fragilité, là aussi structurelle. La question de la capacité de la puissance et du déploiement logistique. La question de la production, on l'a vu pour les obus, pour les missiles, pour les drones, tout ça indépendamment d'un acteur extérieur qui viendrait s'ajouter ou soutenir. La question des stocks de l'artillerie. Vous vous souvenez au début de la guerre en Ukraine, où on s'est posé la question de savoir quels étaient les pays européens qui avaient un stock qui dépasse un mois simplement de stock en matière d'artillerie primaire, c'est-à-dire d'obus. Eh bien, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Donc, on est sur comment dirais-je, une incapacité qui est tout à fait dramatique. Mécontent de ne pas avoir été soutenu par les Européens pour la guerre en Iran, le président a critiqué l'Alliance atlantique. Il a menacé le 1er avril d'en retirer les États-Unis. Ça n'a pas été un poisson d'avril. Il dit n'avoir jamais été convaincu par l'OTAN. Il a qualifié l'OTAN de tigre de papier. Il a fait état de suspendre l'Espagne. Alors, c'est plutôt le Pentagone, de suspendre l'Espagne de l'OTAN, parce que l'OTAN n'était pas l'Espagne n'était pas suffisamment coopérative dans la guerre contre l'Iran, l'agression de l'Iran. Et on a vu les premières sanctions internes. Le 1er mai, après que le chancelier allemand Merz a déclaré que les États-Unis avaient été humiliés par le négociateur iranien, eh bien, le Pentagone a ipso facto annoncé le retrait de 5000 militaires américains en Allemagne d'ici un an. C'est le premier rapatriement de troupes du continent européen depuis le retour du président Trump à la Maison-Blanche, ce que ne voulaient pas les Allemands. Donc c'est une sanction en quelque sorte. Et donc on est, et aussi l'annulation du déploiement de missiles de longue portée en Europe, dont l'installation en Allemagne devait voir le jour en 2026. Réduire la présence des États-Unis sur le continent européen, avant même que ces capacités de défense autonome ne soient pleinement réalisées, c'était finalement un grand service rendu à l'Union européenne, parce que si ça s'appelle la dissuasion actuelle, la dissuasion en devenir, si ça fragilisait l'architecture de sécurité de l'Europe actuelle, ce pouvait être le coup de fouet nécessaire à une projection. Mais ces nouvelles annonces, qui auraient dû accélérer l'effort des pays européens en vue de réduire leur dépendance envers les États-Unis, d'assurer davantage de leur propre défense, eh bien, n'a absolument eu aucune conséquence. Bien sûr, l'Union européenne a travaille sur la clause d'assistance mutuelle, l'article 42.7 du traité de l'Union européenne. Bien sûr, il y a ce plan ReArm Europe de 800 milliards d'euros qui est mis sur la table. Mais malgré les enseignements stratégiques du commandement américain,
et sa difficulté d'en intégrer les leçons, malgré l'errance diplomatico-stratégique de Washington, la difficulté pour l'Union européenne de créer une défense crédible, c'est l'absence de volonté, c'est pas l'absence de stratégie, c'est l'absence de volonté d'une stratégie de puissance qui serait déterminée, qui serait conçue en dehors du protectorat américain. L'exemple le plus marquant pour illustrer en termes opérationnels, en termes matériels, ce que je viens de vous dire, c'est l'achat du F-35, du chasseur F-35 américain. Le F-35 n'est pas acheté par les pays européens qui l'achètent, à peu près presque une quinzaine maintenant, aujourd'hui, pour ses qualités intrinsèques. Le Rafale est meilleur que le F-35, je le dis ça, pas parce que je suis français, mais c'est évident. Ils achètent un système de sécurité et de protection américain. Les grands pays comme l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas qui achètent du F-35 achètent la garantie, croient acheter la garantie de sécurité américaine. La défense européenne dans ces conditions est quasi impossible. À partir du moment où la totalité de ce que représente le F-35, c'est un système de sécurité, avec la présence d'officiers américains qui viennent changer les codes toutes les demi-journées sur les bases. Deuxièmement, on dirait que l'Union européenne est organisée scientifiquement pour ne pas produire ni de décisions géopolitiques, ni de capacité de défense réelle. Je vous cite quelques exemples. Il y a une multiplication de programmes et de comités administratifs et technocratiques qui ne créent pas les conditions de défense. Les défauts d'aguerrissement et de cohérence sont indépassables. La distorsion des stratégies et ses répercussions au niveau opérationnel est permanente. Encore une fois, la stratégie centre-Europe de l'Allemagne n'est pas la stratégie ultramarine de la France, et elle ne le sera jamais. La seule possibilité aurait été, au niveau des industriels de défense, qui auraient pu créer des dynamiques communes. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Les Allemands achètent, qui est la plus grosse économie et celle qui, comment dirais-je, a la volonté de devenir la plus grosse défense en termes financiers et en termes stratégiques de l'Union européenne, l'Allemagne, elle n'achète quasiment que américain. Et quand elle n'achète pas américain à Washington, elle produit sur son sol du matériel américain ou israélien. Elle produit des HIMARS, elle produit des missiles antimissiles, elle produit des Patriotes, elle produit du matériel américain sur son sol. On est sur l'achèvement de la boucle de soumission volontaire. Donc l'exemple de l'industrie de défense et des fonds alloués à l'achat du matériel américain, il illustre parfaitement les 800 milliards qui sont mis sur la table et qui sembleraient être l'illustration d'une autonomie de l'Union européenne, notamment vis-à-vis des États-Unis, est au contraire une méthodologie, un moyen pour accélérer cette soumission, puisqu'ils seront alloués principalement à l'achat de matériel américain. Je ne donne pas d'autres exemples parce qu'ils sont tellement évidents, sauf peut-être un exemple qui est fondamental parce qu'il touche au nucléaire et que le nucléaire est un élément indépassable, je dirais, du conflit actuel. C'est que nous avons 5 pays de l'OTAN, et donc 4 sur le sol européen, qui ont accepté des stocks de bombes américaines, de bombes nucléaires américaines dans leur base. L'autonomie, la stratégie, l'indépendance, la souveraineté, comme disait le professeur Drevski, de ces pays pour favoriser une autonomie stratégique européenne est dans ce cas totalement impossible. On le voit bien avec l'exemple anglais qui, dès 1964, ont accepté que la tête de leur missile nucléaire principal soit américaine, avec la célèbre entrevue entre Macmillan et Kennedy, la fusée Polaris. Et aujourd'hui, bah, la boucle est bouclée. Les Anglais qui sont quasiment sous un système de double clé nucléaire, eh bien, ils viennent d'accepter à 100 km de Londres le stockage par l'armée américaine de bombes nucléaires américaines, strictement américaines. C'est une sorte, le général de Gaulle parlait d'occupation. Bon. Donc, encore une fois, vous ne pouvez pas sauver un système ou des pays malgré eux. La France a tenté, je suis content pour mon pays, a tenté pendant des années, je suis content pour mon pays à ce niveau-là, pendant des années et des années, de créer cette distorsion, cette autonomie, sans être contre l'OTAN stricto sensu, mais de créer, disons, une distinction. Elle s'est cassée les dents.
Elle a fait le mauvais choix ensuite, mais elle s'est cassé les dents et donc elle a fait le choix de réintégrer le commandement militaire de l'OTAN en disant, ben, au moins là, nous aurons des avantages par rapport au fait de rester totalement isolé. Ce qui veut dire, et j'en ai fini, ce qui veut dire et ce qui a pour conséquence que non seulement la question de la présence des grands pays qui ont une capacité stratégique comme la France, comme l'Allemagne, comme l'Italie, de l'Union européenne, ou même comme l'Angleterre qui est hors de l'Union européenne, ce choix inclut peut-être le départ de l'OTAN, ou en tout cas une OTAN qui soit vraiment fondée sur ce que je doute évidemment, ce dont je doute évidemment, une capacité de garantie de souveraineté de ces États et de l'OTAN elle-même en termes strictement européens, mais ce n'est plus l'OTAN, hein, ce n'est plus cette alliance atlantique. Et deuxièmement, de l'Union européenne. À partir du moment où les éléments sont inhérents, sont, comment dirais-je, ontologiques, quand on ne peut pas réformer, il faut changer le système. Et je dirais que là aussi, je reprends ce qu'ont pu dire les professeurs Asbin, le recteur Dumont et le professeur Drewski avant moi, ce nouveau paradigme diplomatico-stratégique qui voit vers l'Asie occidentale et l'Asie orientale des développements dont les pays qui reconnaissent la souveraineté comme leur bien le plus précieux pour leur autonomie stratégique, eh bien, ce basculement est peut-être l'occasion ou jamais pour les États membres, ceux qui ont une capacité stratégique évidemment, pour les États membres, eh bien, de faire ce choix définitif pour leur propre indépendance et le poids qu'ils veulent avoir dans le règlement des questions internationales, parce que pour l'instant, force est de constater que l'Union européenne ne pèse en rien sur les questions stratégiques et les grandes questions diplomatiques actuelles. Je vous remercie beaucoup de votre patience.